Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être à la Bibliothèque centrale d'Irichclair à Bruxelles et je remercie bien sûr la directrice Marie-Angèle Dehaye et son assistante Marie-Christine Jadot de m'avoir si gentiment, si aimablement invité. Je remercie aussi Cynthia pour me filmer de façon si docte et si bienveillante. Merci beaucoup. Alors je vais vous parler de Baudelaire et de Flaubert parce que cette année 2021, c'est le bicentenaire de la naissance de ces deux immenses écrivains de la littérature française du XIXe siècle, mais pas seulement, de la littérature universelle en général, par-delà l'espace et le temps. Charles Baudelaire et Gustave Flaubert. Alors, Charles Baudelaire, bien sûr, on connaît Les Fleurs du Mal, peut-être certains connaissent-ils aussi les petits poèmes en prose, le spleen de Paris, les paradis artificiels, ces critiques d'art aussi, qui sont des critiques d'art absolument magnifiques. À l'époque, Baudelaire, qui était sans le sou pour vivre, faisait des articles, écrivait pour le journal Le Figaro notamment, où il a écrit en 3 épisodes, c'est-à-dire en 3 fois, ce texte magnifique qui s'appelle le peintre de la vie moderne, qui est une critique d'art sur le romantisme, la peinture dans le romantisme français, Eugène Delacroix par exemple, et surtout Constantin Guis, et bien voilà par exemple de très beaux textes de Baudelaire, et puis bien sûr ces 2 journaux intimes, Mon cœur mis à nu et Fusée. Ça, c'est pour l'œuvre de Baudelaire. À cela, il faut ajouter, bien sûr, sa correspondance, notamment avec le 2e auteur de ce livre, L'ivresse artiste, double portrait, Gustave Flaubert et Charles Baudelaire, qui paraît ces jours-ci aux éditions Samsa à Bruxelles. Donc Gustave Flaubert, qui a peu écrit, finalement, mais parce qu'il privilégiait plus que la quantité, la qualité. Et donc la correspondance entre Flaubert et Baudelaire est fondamentale, ne serait-ce que pour l'histoire de la littérature française. Rien que dans la Pléiade, il y a 5 voire 6 volumes, ça dépend de l'année, consacrés à la correspondance de Flaubert. C'était un grand écrivain, mais aussi un grand épistolier. Il écrit à Baudelaire, il écrit à George Sand, il écrit à Pouchkine, il écrit à tous les plus grands, à Théophile Gautier, à qui d'ailleurs Baudelaire a dédié Les Fleurs du Mal, ce poète impeccable. Théophile Gautier qui est aussi le premier grand théoricien en France de ce qu'on appelle l'art pour l'art, dans la préface à Mademoiselle de Maupin. Et bien donc voilà, ce livre, modestement, tente d'établir un parallèle, une lecture croisée entre Charles Baudelaire et Gustave Flaubert. Alors à l'occasion de ce bicentenaire de la naissance de l'un et de l'autre, il va y avoir beaucoup de livres sur Flaubert, beaucoup de livres sur Baudelaire, mais celui-ci est un des rares livres, en tout cas ces dernières années, qui étudie les deux en même temps. Ce qui les unit, c'est à la fois une étude comparée, je l'ai dit, de leur œuvre, mais aussi par rapport à leur vie. Beaucoup de choses sont en commun. Par exemple, ils ont eu tous les deux, la même année, en 1857, un procès. Baudelaire publie en 1857 Les Fleurs du Mal, chez Poulet-Malassis, et Gustave Flaubert publie en 1857, la même année, Madame Bovary. Madame Bovary est accusée d'outrage à la morale publique parce que le tribunal de Paris juge que Flaubert, dans Madame Bovary, ça donne un éloge de l'adultère. Vous connaissez l'histoire de Madame Bovary. Madame Bovary est mariée à un homme, un médecin, dans la ville de Rouen. Elle est jeune et belle, lui est un petit peu plus âgé, c'est un grand médecin, mais il est un petit peu ennuyeux, un provincial, elle s'ennuie, elle dépérit, et donc elle a 2 amants, 2 jeunes amants, étudiants notamment, dont un s'appelle Léon, et elle a bien sûr avec eux une relation, et c'est cela que raconte Flaubert dans Madame Bovary. Et donc la justice française a considéré que Flaubert faisait l'éloge de l'adultère dans ce livre, ce qui est bien sûr tout à fait faux, puisque de toute façon Madame Bovary dépérit. Il y a d'ailleurs peut-être la plus belle scène de Madame Bovary, c'est l'agonie de Madame Bovary, de Emma Bovary. Eh bien, donc Flaubert a ce procès en 1857, mais Baudelaire aussi. Baudelaire, la même année, publie Les Fleurs du Mal, en 1857, et Baudelaire a aussi un procès pour outrage à la morale publique par le même procureur dans le même tribunal de Paris. Tous les deux ont ce procès pour outrage aux mœurs. Flaubert est acquitté, mais Baudelaire, lui, est condamné. Il a condamné à une grande somme d'argent, son éditeur aussi, et surtout, Baudelaire
est obligé de retirer 6 poèmes des Fleurs du Mal, qu'on appelle désormais les épaves, considérés comme des poèmes érotiques, des poèmes qui font l'éloge de l'érotisme, de la sexualité débridée. Et donc Baudelaire est condamné. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, ne pouvant payer la justice, et s'il ne paye pas, eh bien il va en prison, il fuit la France et se réfugie à Bruxelles, là même où nous sommes aujourd'hui, et là même où ce livre est publié, ce qui pour moi est une façon de rendre hommage aussi à la Belgique, après tout ce que Baudelaire a pu dire comme horreur sur la Belgique dans Pauvre Belgique. Eh bien, donc Baudelaire fuit en Belgique et se réfugie à Bruxelles à l'hôtel du Grand Miroir, où il va d'ailleurs pratiquement agoniser. Il meurt à Paris dans les bras de sa mère, mais c'est à Namur, au sortir de l'église Saint-Loup, qu'il visitait en compagnie de son éditeur Poulet-Malassis et du grand Félicien Rops, avec lequel il était très lié. C'est à la sortie de l'église Saint-Loup de Namur, qui est une des plus belles églises baroques de Belgique, que Baudelaire, qui était atteint de syphilis, eh bien là est attaqué par l'aphasie, il a une crise d'aphasie et d'hémiplégie, il est paralysé d'un bras et d'une jambe, il perd la parole, hémiplégique, aphasique, syphilitique, il est rapatrié à l'hôtel du Grand Miroir à Bruxelles, près de la Grand Place, près des fameuses galeries de la Reine. Sa mère vient le rechercher quelques jours après, et il finit par agoniser dans ses bras à Paris. Et bien donc c'est le lien entre Baudelaire et Flaubert que j'ai tenté d'analyser dans ce livre, ce qui les lie d'un point de vue philosophique, notamment leur scepticisme philosophique et métaphysique, que l'on voit par exemple dans leur admiration qu'ils ont pour Schopenhauer et pour Nietzsche, aussi leur admiration pour deux grands humanistes de la Renaissance, que sont Montaigne et la Boétie. Il faut savoir que Baudelaire a défendu Flaubert lorsque Flaubert a été attaqué par la justice, et Flaubert, à son tour, a défendu Baudelaire. Voilà donc beaucoup de choses qui les lient. Peu de gens savent que Flaubert a connu la mère de Baudelaire, Madame Opic, la femme du général Opic, le général détesté par Baudelaire. Voilà donc toutes sortes de choses qui unissent ces deux grands écrivains, et puis leur conception du dandysme. Ça, c'est une chose que l'on a peu notée, c'est que Baudelaire, dans Le Peintre de la vie moderne, l'article de 1863 publié dans le Figaro que j'ai déjà cité, Le Peintre de la vie moderne, eh bien Baudelaire théorise pour la première fois, après Barbey d'Aurevilly, mais à mon avis c'est plus abouti chez Baudelaire, il théorise le dandysme. Eh bien, ce dandysme, on le retrouve notamment chez Flaubert, dans certains personnages de ce roman. Bien sûr, Flaubert n'était pas un dandy, loin de là. Mais il avait la fibre dandy, et ça se voit dans un personnage comme Gustave Moreau, qui est le héros principal de l'Éducation sentimentale, qui est le tout premier roman de Flaubert. Flaubert publie l'Éducation sentimentale, ensuite Madame Bovary, puis Salammbô, La tentation de Saint-Antoine, Bouvard et Pécuchet, et enfin, peut-être son chef-d'œuvre, Les Trois Contes, et surtout Un cœur simple, qui est très court, très concis, mais qui est un exercice de style absolument magnifique. Et bien donc, Baudelaire défend Flaubert, Flaubert défend Baudelaire, ils ont une estime réciproque, en témoigne la correspondance que j'ai mise dans ce livre et que j'ai décryptée, et Baudelaire défend Flaubert dans un très beau texte qui a été publié à l'époque dans un journal qui s'appelait L'Artiste. Eh bien, Flaubert s'inspire du dandysme baudelairien pour camper le personnage de Gustave Moreau dans l'Éducation sentimentale, mais aussi, et ça, c'est une chose que j'ai découverte parce qu'on ne le sait pas, c'était le dernier chapitre de Bouvard et Pécuchet. Alors, Bouvard et Pécuchet est un roman inachevé de Flaubert, et on n'y trouve pas cet épisode sur le dandysme parce que Flaubert n'a pas eu le temps de le terminer. Mais normalement, Bouvard et Pécuchet se terminaient par un éloge du dandysme avec ironie et humour, bien sûr, et sarcasme, comme les Bouvard et Pécuchet. C'est là-dessus que se terminait le dernier livre de Flaubert, qui est resté malheureusement inachevé. Voilà donc beaucoup de choses qui les lient, et c'est ce dont parle ce livre. Je voudrais plus spécifiquement, aujourd'hui, m'appesantir sur une thématique qui était peu étudiée dans l'histoire de la philosophie en général, et singulièrement dans la littérature française, c'est sur la notion de sublime. Pourquoi ? Parce que s'il y a deux écrivains du XIXe siècle qui sont attachés au concept, à la notion de beauté et de sublime, c'est bien Baudelaire et Flaubert. Alors le sublime, c'est très important. Pourquoi ? Parce que le sublime, contrairement à ce qu'on pense, n'a rien à voir au départ, avec le beau,
avec l'esthétique. D'ailleurs, je lis, moi, personnellement, le concept du sublime, non pas à l'esthétique, mais à ce que j'appelle la méta-esthétique, qui vient du grec, méta, au-delà, et de esthétique, aesthésis, la sensation. Au-delà de la sensation, au-delà du beau. Le beau appartient à l'esthétique. Le sublime appartient à la méta-esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sublime peut bien sûr incorporer le beau, mais pas seulement. Le sublime va au-delà du beau. Le sublime peut être traité par un artiste qui, au lieu de s'appesantir et de se focaliser uniquement sur le beau, eh bien, utilise, observe ce qui, dans la nature ou chez l'être humain, n'est pas nécessairement beau, la vieillesse, la maladie, la mort, la folie, mais qui, grâce à son talent, qu'il soit peintre, poète, musicien, philosophe, romancier, transcende, sublime la laideur, la vieillesse, la mort, la maladie, pour en faire une œuvre d'art majestueuse. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Transcender le laid, transcender le douloureux, transcender la souffrance humaine, pour en faire une œuvre d'art. Exemple très clair, Van Gogh. Van Gogh, lorsqu'il peint ces champs de blé écrasés par le soleil, je reprends la métaphore de Jacques Brel, eh bien, ce n'est pas tellement le champ de blé ni le soleil que Van Gogh peint. Ce n'est là qu'un prétexte pour peindre son tourment, pour peindre sa souffrance intérieure. Et donc il transcende, il sublime, dans une espèce de catharsis, sa souffrance, pour en faire une œuvre d'art. Il élève sa propre souffrance subjective au rang d'œuvre d'art objective. C'est ça la sublimation. Autre exemple, Beethoven devient sourd, et au lieu de tomber en dépression face à sa surdité soudaine, il compose la 5e symphonie. C'est ce qu'on appelle en psychologie contemporaine la résilience. Faire d'une négativité une positivité, faire d'une souffrance quelque chose de positif et même le mobile de la création artistique. Ça se voit déjà chez Aristote dans son livre La Poétique. Et c'est tout le débat de l'art moderne et contemporain, et c'est tout le débat qui traverse aussi bien Baudelaire que Flaubert. Je m'explique. Dans la philosophie occidentale, grecque, athénienne, nous sommes donc entre 5 et 4 siècles avant Jésus-Christ, les deux philosophes majeurs, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas ceux grâce auxquels la philosophie, telle que nous l'entendons aujourd'hui, dans notre culture, dans notre civilisation occidentale, les deux pôles, c'est Platon, disciple de Socrate, et Aristote. Platon a une vision de l'art qui est centrée presque exclusivement sur le beau. Le beau fait partie des grandes idées dans ce ciel intelligible platonicien, le vrai, qui va donner naissance à la philosophie, voire à la théologie, le bien, qui va donner naissance à la morale et à l'éthique, le beau, qui va donner naissance à l'esthétique et à l'art. Pour Platon, l'artiste, l'art, doit être l'expression dans un matériau concret, le marbre pour un sculpteur, la peinture, les couleurs pour un musicien, les sons pour un musicien, eh bien, le beau, l'artiste doit exprimer dans un matériau sensible cette idée suprême, intelligible, abstraite, éternelle, qui est l'idée du beau, au même titre que l'idée du bien ou que l'idée du vrai. Et donc, pour Platon, l'artiste doit se concentrer là-dessus. Là, un artiste qui ne s'occuperait pas d'exprimer le beau, la beauté, eh bien, est un artiste à bannir. Est un artiste qui peut être dangereux pour ce que Platon appelle la polis, P-O-L-I-S, c'est-à-dire la cité au sens grec du terme. Aristote, bien que disciple de Platon, Platon est un idéaliste, Aristote, lui, va plus loin que Platon, et on peut considérer qu'Aristote est d'abord un réaliste. Un réaliste, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la réalité du monde terrestre et pas seulement du monde cosmologique ou de l'univers ou du ciel ou du monde intelligible. Et dans la poétique, Aristote dit ceci. Oui, bien sûr, l'art doit être l'expression du beau, mais pas que. Dans la poétique, il donne un exemple très concret. Il dit « Je me promène dans la campagne athénienne, je vois un cadavre de chien, une charogne. Je peux très bien utiliser ce cadavre de chien qui n'est pas beau, qui sent mauvais. Il le décrit avec les entrailles, les viscères à l'air, brûlés par le soleil, la puanteur. Je peux très bien utiliser ce cadavre de chien horrible, répugnant, rébarbatif au départ, pour transcender cette laideur et en faire une œuvre d'art.
Et donc ce qui au départ laid, rébarbatif et répulsif et répugnant devient une œuvre d'art. Eh bien, ça c'est le grand débat entre le beau et le sublime. Là, Aristote sublime la laideur, l'horreur, la souffrance du monde pour en faire une œuvre d'art. C'est le principe de la nature morte. Peindre un lièvre, un sanglier mort, des feuilles mortes, des fruits pourris qui tombent, c'est la mort, c'est l'automne, c'est l'hiver. Eh bien, on en fait quelque chose de beau. C'est la conception aristotélicienne. Platon met donc l'accent sur l'idée du beau et Aristote sur l'idée du sublime. Et la sublimation devient ainsi, et c'est le mobile premier d'Aristote dans la création artistique, une catharsis, c'est-à-dire l'extériorisation de la souffrance interne, ce qu'en psychologie moderne on appelle donc la résilience. Ça, c'est le débat entre Platon et Aristote. Ce débat, un néoplatonicien du IIe siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Longin, certains mettent en doute son existence, parfois on l'appelle le pseudo-Longin, Longinus en latin. Longin est un rhéteur, un sophiste du IIe siècle après Jésus-Christ, et c'est le premier dans l'histoire de l'humanité, le premier dans l'histoire des idées, à s'être consacré dans un livre exclusivement, entièrement au sublime. Il invente le mot sublime. Vous pouvez retourner toutes les bibliothèques du monde, nous sommes au Riche-Clair ici, c'est le cas de le dire, toutes les bibliothèques du monde, y compris celles d'Alexandrie, dans l'Antiquité. Vous pouvez retourner tous les manuscrits que vous voulez, vous ne trouverez pas le mot sublime dans le langage humain. Avant Longin, 2 siècles après Jésus-Christ, c'était un néoplatonicien. Mais Longin n'était pas un philosophe, c'était un rhéteur, c'est-à-dire l'ancêtre du linguiste. La rhétorique à l'époque, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sémiotique ou la linguistique, pour faire bref. Eh bien, Longin consacre tout un traité à la notion de sublime, et dont va s'inspirer Théophile Gautier et puis Baudelaire, et c'est là qu'est le lien, pour se pencher sur la notion de sublime qui va définir, à mon avis, l'œuvre de Baudelaire et de Flaubert. Je pense que Baudelaire en tant que poète et Flaubert en tant qu'écrivain ne s'occupent pas tellement du beau, même s'ils emploient le mot beau. Je pense qu'ils s'occupent davantage du sublime, même s'ils ne le nomment pas comme tel. Et c'est donc, mon propos, c'est de montrer ce qu'il y a de sublime dans la poésie de Baudelaire et dans la littérature de Flaubert. Je reviens à Longin. Longin est un rhéteur. Et il invente, il forge le mot, et avec le mot, le concept de sublime, dans un livre qui s'appelle Du sublime. Que dit Longin? Il dit, c'est un rhéteur, donc lui il s'occupe de linguistique. Qu'est-ce que c'est le sublime pour lui? Regardez le mot latin, sublimes, qui va donner en français sublime et sublimité. Si vous faites une analyse sémantique du mot sublime, sublimes, vous verrez que c'est un mot composé de 2 suffixes, sub, S-U-B en latin qui veut dire sous, et limes, L-I-M-E-S qui veut dire la limite. La France est un pays limitrophe de la Belgique, pas l'Italie. Pourquoi? Parce que la France est à la limite de la Belgique. La limite, le sublime, dans la tête de Longin en tant que linguiste, c'est ce qui est à la limite. Mais à la limite de quoi? Du langage, des mots. C'est un linguiste, c'est un rhéteur, un sophiste. C'est donc ce qui est à la limite du langage. C'est un passage à la limite. Pour Longin, le sublime, c'est ce qui ne peut pas se dire dans des mots. Pourquoi? Parce que les mots sont insuffisants, sont trop petits pour dire la grandeur ou la beauté d'une chose. Le sublime est au-delà des mots. Le sublime dit l'indicible, l'ineffable, l'inexprimable. C'est par exemple ce que dit Byron, mon cher Byron, auquel j'ai consacré un livre, lorsqu'il parle d'Augusta, celle qu'il aimait, sa demi-sœur incestueuse, il dit « Je ne peux même pas prononcer ton nom ». Il y a du blasphème, dit-il, dans ces stanzas for music, ces stances pour la musique, il y a du blasphème quand je prononce ton nom, parce que ce nom est sacré. C'est ce que va dire aussi, d'une certaine manière, Dante par rapport à Béatrice dans le paradis. Et là, ils reprennent, consciemment ou inconsciemment, le 2e commandement dans l'Exode du Décalogue, « Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain ». Il y a des choses qui sont tellement grandes qu'on ne peut pas les dire sous peine de blasphémer. C'est pour cela d'ailleurs que, aussi bien dans le judaïsme que dans le protestantisme ou que dans l'islam, il n'y a pas de représentation de Dieu, parce que Dieu étant tellement parfait, puissant et infini,
On ne peut pas le représenter humainement, sinon c'est un blasphème. Eh bien, c'est ce que dit Longin. Il y a des choses tellement grandes qu'on ne peut pas dire. C'est ça le sublime pour Longin. C'est ce qui dépasse le langage, c'est ce qui dépasse les mots. Donc la conception du sublime chez Longin, elle est purement linguistique, elle est purement rhétorique. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Ça n'a rien à voir avec le beau. On peut exprimer quelque chose de grand dans la laideur, la mort par exemple, l'angoisse, la peur. C'est ce que dit Edmund Burke dans son livre sur le beau et le sublime, et c'est ce que va dire Emmanuel Kant dans la critique de la faculté de juger, publié en 1790, où Kant, dans le livre 1, c'est une espèce de diptyque, ça de la faculté de juger, distingue le livre 1 qui est consacré au beau et le livre 2 qui est consacré au sublime. Je finis avec Longin. Longin dit que le sublime est l'expression de la grandeur d'âme. La grandeur d'âme. Mégalophrosiné en grec. Et cette grandeur d'âme est elle-même le reflet de la grandeur de nature. Mégalophuès en grec. Et donc, le sublime, c'est ça. Sur le plan humain, c'est la grandeur d'âme, la noblesse, la hauteur de vue. Et sur le plan matériel, c'est la grandeur de la nature. Ce qui est grand, c'est qu'au-delà même de la vision, je regarde le mont Everest, je ne peux pas voir le sommet. Il est caché par les nuages. Je regarde devant moi, au-delà de l'horizon, je ne peux pas voir. C'est trop loin, c'est trop grand. C'est ça, le sublime pour Longin, c'est ce qui est indicible, c'est l'ineffable, c'est l'imprononçable. Eh bien, Kant va reprendre cette distinction dans la critique de la faculté de juger, où il dit que le sublime, c'est ce qui est grand dans la nature. Il reprend le concept de Longin. Les tempêtes, la foudre, les éclairs, lorsque les éléments se déchaînent, eh bien là, Kant explique que c'est sa vision à lui du sublime, qu'on va revoir dans tout le romantisme, notamment chez un peintre comme Caspar Friedrich, qui peint les océans ou les mers qui se déchaînent, ou bien chez le peintre Turner, qui peint des tempêtes, qui peint des orages, des éclairs. C'est ça le sublime au sens pré-romantique du terme chez Kant, et puis ce qui va devenir dans le romantisme même, et notamment chez Goethe, chez Schiller et chez Hegel. Eh bien, c'est tout cela dont va s'inspirer Baudelaire et Flaubert pour créer leur œuvre. Le sublime, c'est ce qui est au-delà du beau, et ce qui, n'étant pas nécessairement beau, devient, parce que traité par le génie, le genius, le daimon de l'artiste, devient absolument sublime, c'est-à-dire au-delà du beau. C'est le fameux genius, le génie en latin. Je rappellerai que le mot genius vient, en français en tout cas, le mot gène, la gène, c'est le vieux mot pour dire l'enfer. À l'époque, pour dire je suis gêné, j'ai des problèmes d'argent, on disait je suis dans la gêne. Le génie, il a quelque chose de diabolique. Il est dur à supporter. C'est ça le génie au sens premier du terme. Après, il y a eu un sens dérivé, l'immense talent, l'immense don de l'artiste. Mais au départ, le génie n'est pas nécessairement positif. Il peut être aussi source de souffrance. Rappelez-vous, Descartes, dans la troisième méditation, Descartes appelle le diable le malin ou le mauvais génie, la lampe d'Aladin. Le génie donc peut être aussi source négative, Hegel en parle aussi. Chez les Grecs, c'est le daimon. Le daimon est ce mobile qui pousse un homme à créer. C'est le mobile de l'art, de l'artiste. Daimon donne démon, démoniaque. Eh bien, ça se voit chez Barbey d'Aurevilly dans son livre Les Diaboliques, ou bien chez Huysmans dans son livre Arbour. Et ça se voit, surtout, justement, chez Baudelaire. Dieu sait si le diable, si le démon, chez Dostoïevski, les possédés, qu'on appelle aussi les démons, tout le romantisme et le post-romantisme, le symbolisme français, russe, toute la grande littérature, chez Flaubert, chez Stendhal, le rouge et le noir, eh bien, sont imprégnés par cette vision du sublime plus que du beau. Et cette sublimation de la laideur ou de l'horreur ou de la souffrance, on la voit particulièrement bien dans ce poème absolument magnifique, qui est un de mes préférés, de Baudelaire, qui s'appelle « Une charogne ». Écoutez bien, donc Baudelaire parle d'une charogne, il fait l'éloge d'une charogne, exactement comme Aristote, je vous l'ai dit, dans la poétique, parle du chien dont les entrailles pourrissent et sentent mauvais sous la chaleur du soleil. Voici le poème de Baudelaire.
Il s'adresse à son âme, c'est dans les fleurs du mal. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle l'avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe, un oxymore. La carcasse superbe, c'est un oxymore. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir, les fleurs du mal. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure. Il parle de la mort. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Absolument magnifique. C'est plus que beau. C'est vraiment la définition, la quintessence en poésie du sublime. C'est-à-dire ce qui est au-delà, c'est un passage à la limite. Quand le lait, le rébarbatif, la peur, l'angoisse, le tourment est traité par le génie de l'artiste pour devenir quelque chose de positif, quelque chose de beau, plus que beau, sublime. On ne pourra pas dire que ce poème de Baudelaire est beau, il est sublime. Comme on ne peut pas dire que les tableaux de Van Gogh sont beaux, on dira plutôt ils sont sublimes. C'est sublime. C'est aussi, d'une certaine manière, dans la dialectique hegelienne, la thèse, l'antithèse, la synthèse, lorsque Hegel fait de la négativité une positivité. Toute la dialectique hegelienne, c'est-à-dire romantique, est basée sur ce sublime. Et c'est la même chose dans Madame Bovary de Flaubert. Madame Bovary meurt, son agonie est magnifiquement bien décrite, et cette agonie devient un véritable chef-d'œuvre, un des plus beaux, sinon le plus beau passage, je l'ai dit, de toute la littérature de Flaubert d'ailleurs. Ce Madame Bovary, cette mort de Madame Bovary est vraiment absolument magnifique, c'est-à-dire sublime. Voilà donc ce qui, à mon avis, définit en profondeur la poésie baudelairienne et la littérature de Flaubert, et c'est pour cela que j'ai voulu m'appesantir aujourd'hui sur cette notion de sublime qui est trop peu analysée parce qu'on confond la beauté, le beau et le sublime. En général, on considère que le sublime est une catégorie supérieure du beau, quelque chose qui est plus grand que le beau. Oui, c'est bien sûr ça aussi, mais ce n'est pas que ça. Le sublime peut être exactement l'opposé du beau. Dans la maladie, dans la mort, il n'y a rien de beau en soi. Mais l'art, par la sublimation, par ce que j'appelle la transcendance, une transcendance poétique, une transcendance littéraire, une transcendance esthétique. L'art peut rendre ce qui est douloureux ou négatif, peut en faire une positivité, peut en faire quelque chose d'éminemment, et j'emploie le mot éminent au sens fort du terme, peut le sublimer afin de le rendre justement sublime, c'est-à-dire au-delà de toute catégorie esthétique. Maintenant, et je terminerai là-dessus, il faut savoir que le mot esthétique ne veut pas dire non plus ce que nous entendons aujourd'hui en français. Lorsqu'on dit l'esthétique, on pense que c'est la discipline du beau. Un homme, une femme, va chez l'esthéticienne, se faire masser, se faire épiler, se faire le manicure, les mains, se faire beau. Kierkegaard, dans le journal du séducteur, lorsqu'il parle de Johannes, le héros, il dit c'est un esthéticien, il aime la beauté, en l'occurrence les belles femmes. C'est pas ça l'esthétique, le mot esthétique au départ. Au départ, le mot esthétique vient du grec aïsthésis, A-I-E-S-T-H-E-S-I-S, qui veut dire simplement la sensation, quasi épidermique. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Une aïsthésie, c'est une sensation qui va donner en latin
aesthetica, et donc en français esthétique. Au départ, c'est une sensation, ça n'a rien à voir avec le beau. D'ailleurs, Alexander Baumgarten, qui est un philosophe qui vient quelques années avant Kant, 18e siècle, en 1850 et quelque chose, publie un livre qui s'appelle Aesthetica, tout simplement. C'est le premier livre dans l'histoire moderne consacré à l'esthétique proprement dite. Le titre est Aesthetica. Et là, Baumgarten, Alexander Baumgarten, philosophe allemand, métaphysicien allemand, explique bien ce qu'est l'esthétique au départ. L'aesthésis, c'est une sensation, c'est-à-dire une impression. Et on pourrait dire que les peintres impressionnistes au XIXe siècle, Monet, Renoir, Manet, Sisley, Pissarro, eh bien, lorsqu'ils peignent, qu'est-ce qu'ils font? Ils peignent leurs impressions, d'où le mot impressionnisme. Dans ce sens-là, ce sont, au sens étymologique du terme, des esthètes. Ils peignent leurs sensations, ils peignent leurs impressions. Comme Van Gogh, lorsque Monet peint la cathédrale de Rouen à différentes heures du jour, du soir et de la nuit, ce n'est pas la cathédrale de Rouen qui l'intéresse en tant que telle, c'est l'impression que lui procure la cathédrale de Rouen sur son âme, sur son esprit, sur sa sensibilité, à travers la lumière. C'est ça que fait Monet, c'est ça l'impressionnisme, c'est ce que les gens à l'époque, les critiques n'ont pas compris. Ils disaient, ils peignent comme des croûtes, ils peignent mal, parce qu'ils ne peignent pas la réalité. Oui, parce que la réalité ne les intéressait pas, elle était un alibi, un prétexte pour peindre leur intériorité, c'est-à-dire leurs impressions, leurs sensations, leur aesthesis, justement. Et donc, le sublime, il est lié à cela. Le sublime est lié à la sensation, mais une sensation peut être positive ou négative, peut être bienheureuse ou malheureuse. C'est cela qu'on ne comprend pas dans la notion de sublime. Et en ce sens-là, je dis que le sublime, plus qu'une esthétique, c'est une méta-esthétique. L'esthétique est liée à la notion de beau, et le sublime à la méta-esthétique. Je dirais, pour faire une analogie, que l'esthétique est à la méta-esthétique, ce que la physique est à la métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Antiquité grecque, avant Socrate, Platon, Aristote, la fameuse trilogie, il y avait bien sûr des philosophes. Mais on ne les appelait pas des philosophes. Enfin, tant Pythagore, très exactement, et Socrate, mais surtout Pythagore, pour que la première fois dans l'histoire de l'humanité, le mot philosophe, l'ami de la sagesse, soit employé. Avant ça, les philosophes, on ne les appelait pas des philosophes, on les appelait des physiciens. Qui vient, pourquoi les physiciens? Parce que c'était des gens qui pourraient expliquer l'origine du monde, et la profondeur de l'univers, le mystère de la vie, le mystère de la mort, et tout cela, eh bien, observer la nature. Physis en grec veut dire la nature. Les océans, les galaxies, le soleil, la lune, les prairies, les animaux, c'est ça la physis, la nature, c'est-à-dire la matière. C'était des philosophes matérialistes et sensualistes, on les appelait des physiciens. Puis sont arrivés Socrate, Platon, Aristote et d'autres en disant, pour expliquer les grands concepts, Dieu, l'infini, la perfection, observer la nature, observer la physis ne suffit pas. On va donc aller au-delà de la physique, de la physis. On va faire de la métaphysique, au-delà de la physique. Et ainsi donc naît en philosophie ce qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire l'étude des concepts et des notions. Et c'est Aristote qui, le premier, donne ce titre à son livre, son grand chef-d'œuvre, la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la physique. Et là, la métaphysique, au sens où nous l'entendons, naît. Là où la physique s'arrête, parce qu'elle est trop limitée, sublimes, sublime. Là où la physique s'arrête, parce qu'elle est impuissante à divulguer, à révéler les grands secrets de l'univers, tout simplement parce qu'ils ne sont pas physiques. Ce n'est pas parce que vous analysez un cadavre que vous savez ce qu'est la mort. Une chose est analyser, voir un cadavre, un corps mort. Autre chose est savoir ce qu'est la mort. Ça, c'est pas physique, c'est métaphysique. Et donc, Socrate, Platon, Aristote disent, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par la seule physique, il faut passer à la métaphysique. Pareil dans le champ de l'art. Lorsque le beau ne suffit plus à expliquer les choses, c'est-à-dire que l'esthétique, au sens où nous l'entendons nous, la discipline du beau, ne suffit plus à rendre compte des choses. L'esthétique ne peut pas rendre compte de la mort. L'esthétique, en tant que science du beau, ne peut pas rendre compte de la vieillesse, de la pourriture, la charogne de Baudelaire. Et donc on passe à ce qui est au-delà du beau, à la méta-esthétique, au-delà de l'esthétique, c'est-à-dire le sublime. Et tout le débat se situe là. C'est pour ça que je disais que la méta-esthétique est à l'esthétique, ce que la métaphysique est à la physique. Là où la physique s'arrête, commence la métaphysique.
Là où l'esthétique, c'est-à-dire le beau, s'arrête, commence la méta-esthétique, c'est-à-dire le sublime. Et avec Baudelaire et Flaubert, mais pas seulement, ça se voit aussi chez Chateaubriand, les mémoires d'outre-tombe, outre-tombe, outre la mort, tout le romantisme et tout le symbolisme est pénétré, traversé par cette idée du sublime que j'analysais en long et en large, notamment dans le chapitre 5 de mon livre, qui s'appelle « La transcendance du sublime », esquisse d'une méta-esthétique, c'est-à-dire le sublime comme critère artistique définitif et ultime, tant de la poésie baudelairienne que de la littérature de Flaubert. Et donc c'est cela que j'ai essayé de voir dans cette analyse comparée, dans ce livre qui s'intitule « La l'ivresse artiste ». Un dernier titre sur l'ivresse artiste, ce titre, eh bien l'ivresse artiste est le mot, la formule qu'emploie Guy de Maupassant. 10 ans après la mort de Flaubert, Flaubert meurt, d'une crise d'apoplexie probablement. On ne sait pas si c'est une crise d'apoplexie ou si c'est un AVC, qu'on dirait aujourd'hui. Les deux sont possibles de toute façon. Un médecin est venu constater la chose. Eh bien, c'est cela que Flaubert et Baudelaire essayent de déterminer. C'est ce que j'ai essayé de déterminer. L'ivresse artiste, c'est le mot que donne Maupassant pour définir l'art de Flaubert. Pourquoi? Parce que Flaubert avait un souci de la beauté, mais plus que de la beauté, du sublime du style. Flaubert emploie le mot sublime dans une lettre à George Sand, qu'il appelle « mon cher maître », tellement Flaubert vénérait George Sand. Eh bien, l'expression ivresse artiste, qui est donc le titre de mon livre, est une expression de Guy de Maupassant dans l'hommage posthume qu'il a rendu 10 ans après la mort de Flaubert. Flaubert était un artisan, était un travailleur acharné de l'écriture. Ce qu'il recherchait, c'est avant tout la beauté stylistique suprême. C'est un véritable sacerdoce. Flaubert ne laissait rien passer. Il écrivait, il a très peu écrit, parce qu'il privilégiait la qualité plutôt que la quantité, et avant de publier quoi que ce soit, il lisait à haute voix à son père, sa mère, son frère, dans son bureau, parfois tout seul, dans ce qu'il appelait son gueuloir. Il gueulait, il lisait tout haut ce qu'il écrivait, pour savoir, pour entendre s'il y avait des fautes, des dissonances, des inélégances dans l'écriture. C'était un forçat du travail, c'est un véritable sacerdoce. Baudelaire est probablement, peut-être pas le plus grand, mais en tout cas un des tout grands stylistes de la langue française. Et c'est ça l'ivresse artiste de Flaubert, selon Maupassant. Il y avait une ivresse au sens presque nietzschéen de l'écriture. Il y avait un souci, une perfection de la langue, de la beauté formelle et stylistique, qui fait que Maupassant de Flaubert dit « c'est l'ivresse artiste qui le guidait, c'est l'ivresse artiste qui le portait, c'est l'ivresse artiste qui le transportait, qui l'élevait justement vers cette élévation, vers cette hauteur de vue, vers cette majesté que j'appelle modestement le sublime. » Pareil chez Baudelaire, c'était des écrivains dont l'exigence dans la beauté de l'écriture était telle, on ne la retrouve pratiquement plus aujourd'hui, à part chez quelques grands poètes, dont mon ami Jean Louseban, qui m'a fait la gentillesse et l'honneur, par exemple, de postfacer mon livre sur, j'emploie un néologisme là, postfacer mon livre sur Raphaël avec 2 très beaux poèmes, et qui fera une postface poétique à mon prochain livre sur Dante, qui s'appellera « La constellation Dante, le chant du sublime », justement, le chant du sublime, où Jean Louseban publiera aussi 12 poèmes en hommage à Dante. Et je parle de Dante et je finis là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qui définit aussi quelqu'un comme Dante, le sublime. Tandis que chez Léonard de Vinci, je l'ai étudié, c'est le divin qui caractérise Léonard de Vinci. Chez Raphaël, c'est la grâce. Chez Michel-Ange, c'est le génie, au sens positif et négatif du terme. Chez Dante, c'est le sublime. Parce que qu'est-ce que c'est le paradis? Sinon une montée, une hauteur, exactement telle que Longin et telle que Kant l'a définie, une hauteur de vue. Dante part de l'enfer, du soubassement, avec Virgile. Il monte la montagne du purgatoire, avec Virgile, pour arriver au paradis avec Béatrice, et le stade suprême du paradis, ce que Dante appelle l'empyrée,
l'empyrée, le stade suprême de la béatitude, Béatrice, la béatitude, béate en italien veut dire la bienheureuse, et trix, qui rend heureux. Eh bien, c'est cela Dante, c'est après Baudelaire et Flaubert, et Baudelaire et Flaubert se revendiquaient de Dante. Barbé d'Aurevilly dit que Baudelaire est le Dante moderne, un Dante athée, dit-il très exactement. Baudelaire est un Dante athée passé par Voltaire. C'est ce que dit Barbé d'Aurevilly. Eh bien, voilà ce qui m'intéresse dans toute cette étude, aussi bien chez Léonard de Vinci que chez Raphaël, que chez Michel-Ange, que chez Baudelaire, Flaubert ou Dante, et le dandisme, c'est la notion de sublime. Merci.